Bonjour tout le monde. On va démarrer ce nouveau webinaire organisé par ZChef dans quelques secondes. On va laisser juste le temps à ceux qui sont en train de se connecter. J'en profite pour remercier tous ceux qui nous suivent, qui participent à tous les webinaires. J'en vois qui sont très fidèles, qui ont participé hier, qui sont là à nouveau aujourd'hui. Je suis ravi que le programme de ces interventions vous plaise. C'est sympa, bonjour à tous. Je vois plein de bonjours à droite là. On reconnaît aussi quelques personnes. Même un de mes stagiaires préférés de l'époque. Ça fait plaisir. Eh bien, on va démarrer. Pour me présenter rapidement, pour ceux qui participent pour la première fois, donc moi je suis Xavier, je suis un des 3 cofondateurs de ZenChef, qui a été créé il y a 9 ans, et qui a pour mission d'aider les restaurateurs à digitaliser leurs réservations avec une approche directe, donc sans intermédiaire, sans commission, avec pour but d'utiliser le digital sans perdre son indépendance. On a la chance d'avoir plus de 5000 clients partout en France. Ça va du bistrot, restaurant traditionnel, gastronomique. On a de nombreux chefs étoilés aussi. Voilà. Et puis, depuis le début de cette crise, on organise pas mal d'événements comme celui d'aujourd'hui, des webinars, des conférences, des lives sur Instagram. On a eu plusieurs milliers de participants et donc merci à tous encore d'être présents chaque jour avec nous. Et puis, pour vous soutenir, depuis maintenant quelques semaines, on a lancé donc une fonctionnalité de click and collect pour vous aider à démarrer la vente à emporter. Et ça démarre très très fort. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter directement. Voilà, donc on va laisser la parole maintenant à nos experts du jour. Et aujourd'hui, le thème de notre webinaire, c'est de parler de tous les aspects liés au parcours sanitaire, liés aux normes d'hygiène qu'il va falloir respecter, qu'il fallait déjà respecter. On le sait, dans la restauration, la maîtrise de l'hygiène a toujours été quelque chose de très important. Il y a toujours eu des mesures très drastiques et des contrôles. Donc c'est pas nouveau pour vous, mais on peut imaginer qu'à la reprise, les consommateurs vont être encore plus attentifs à l'hygiène et puis il va y avoir aussi de nouvelles normes, de nouvelles contraintes. Et donc c'est pour ça qu'on a pensé qu'il était intéressant d'organiser aujourd'hui un webinaire dédié avec des experts qui vont pouvoir répondre à certaines de vos interrogations sur le sujet. Et puis vous pourrez également leur poser vos questions directement. Donc comme d'habitude, idéalement dans l'onglet questions, si vous pouvez, plutôt que sur le chat, ça permet de mieux suivre les questions. Et puis voilà, et on terminera donc ce webinaire par une petite intervention d'une personne, donc Stéphanie, qui va nous parler un peu de comment savoir s'y retrouver sur tout le matériel à acheter pour la réouverture ou pour ceux qui ont déjà démarré la vente à emporter, tout ce qui est masque, gel hydroalcoolique, quelles normes il faut bien regarder, à quel prix il faut acheter. Voilà, je pense que ça pourra aussi vous être utile. Donc, ce sera une petite intervention de quelques minutes à la fin. Donc, je vais maintenant laisser la parole donc à nos intervenants du jour. Donc, on a la chance d'avoir parmi nous Patrick Dieu, de Mérieux NutriScience. Et donc, il va nous parler aujourd'hui de tout le plan de réouverture pour réussir sa reprise. Et puis, on a également Jonathan Selam de la solution digitale TrackFood, et qui est un ancien restaurateur et qui connaît bien le secteur depuis pas mal d'années aussi et qui pourra compléter et répondre aussi à certaines questions sur le plan de réouverture. Voilà, messieurs. Du coup, Patrick, à toi de jouer. Et puis, Je si prends tu la veux main. Merci. Merci Xavier. et Mérieux, vas-y. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux pour ce webinaire sur la présentation du parcours sanitaire en restauration. Donc effectivement, moi je suis market manager chez Mérieux NutriScience sur le secteur de la restauration et de la distribution. J'accompagne depuis de nombreuses années les restaurateurs dans le cadre de leur
plan de maîtrise sanitaire. Alors, Mérieux NutriSciences, qui nous sommes, en fait, nous faisons partie de l'Institut Mérieux, qui est un groupe dans le secteur de la santé, une société historique, famille lyonnaise, qui a été créée en 1897. Vous voyez la photo tout en haut de Marcel Mérieux, qui a travaillé à l'époque avec Louis Pasteur, donc une tradition de microbiologie très, très, très ancienne. Au sein de l'Institut Mérieux, il y a différentes sociétés. Il y a notamment la société Biomérieux qui aujourd'hui travaille et sous le feu de l'action, puisqu'il travaille à produire des tests de détection du coronavirus pour les tests humains. Donc ils sont vraiment sous le feu de l'action. Et donc moi je fais partie de la branche Mérieux NutriSciences qui est spécialisée donc dans le domaine de la sécurité des aliments. Nous accompagnons en fait toute la chaîne alimentaire, que ce soit les restaurateurs, les distributeurs, les industriels, depuis plus de 45 ans dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Aujourd'hui, en fait, Mérieux NutriSciences est présent dans 26 pays, on a plus de 100 laboratoires et sur la France, nous avons plus de 40 000 clients pour pouvoir les accompagner via des prestations d'analyse, de conseil et de formation. Alors, je vais vous présenter, Xavier, tu peux passer effectivement à la slide suivante. Xavier, si je peux me permettre, peut-être passer en mode, tu sais, présentateur. Ouais, je vais essayer, mais je crois qu'il y a un petit souci. Ok, moi je vous laisse faire. Après, je vois rien si je passe en plein écran. Ouais, c'est parfait. C'est bon. Okay. Alors, le contexte et l'enjeu de ce webinaire. On est effectivement face à une situation qui est inédite. Le défi qui se présente aux acteurs de la restauration est immense. Et c'est assurément le plus difficile depuis la crise de la vache folle auquel a été confrontée toute la chaîne agroalimentaire. Situation inédite. À situation inédite, il va falloir effectivement trouver des solutions inédites, jamais explorées, car au final, les aides de l'État, malheureusement, vont cesser. Et seule l'audace, l'imagination et l'intelligence collective nous permettront de passer cet obstacle. Le premier défi auquel vous allez devoir faire face, ça va être effectivement la méfiance du client, du consommateur. Quand vous allez rouvrir vos établissements, le client, la première question qu'il va se poser, c'est comment puis-je être certain que l'environnement de l'établissement que je vais fréquenter ne va pas me contaminer ou contaminer les produits que l'on va me servir. Ça, c'est un enjeu colossal et c'est vrai dans tous les secteurs d'activité d'ailleurs, c'est pas uniquement que dans la restauration, c'est dans tous les établissements qui vont recevoir du public et le véritable enjeu, c'est comment transformer cette méfiance en confiance. Et la seule réponse possible, ça va être effectivement d'avoir une transparence la plus importante, la plus renforcée possible pour pouvoir justement rassurer le consommateur. Alors cela, ça va supposer une préparation minutieuse, des changements d'organisation, des réflexes nouveaux. Et donc, l'objectif de cette présentation, c'est de vous partager un petit peu la boîte à outils qui vont permettre de relever ce challenge. Une boîte à outils que l'on a commencé à tester avec un certain nombre de nos clients qui ont commencé à déployer leur plan de reprise, notamment sur des activités de vente à emporter, de drive ou de livraison à domicile. Et voilà, l'idée, c'était de pouvoir nourrir vos questions et de partager un petit peu cette expérience. Vas-y, tu peux passer, Xavier. Tu peux. Excuse-moi, j'ai un petit souci technique avec. Ok. Revenir. Voilà, c'est en train de revenir. Parfait. Alors, je vois du live. Peut-être j'en profite. Je ne sais pas si Patrick, peut-être si tu peux cliquer, tu sais, c'est la petite cloche qu'il y a au-dessus de l'écran pour désactiver les notifications. Ça évitera d'avoir le petit bruit à chaque fois. Alors, vous avez effectivement sur cette slide le plan de prévention et de gestion des risques des autorités, du gouvernement, avec les fameux 4 stades sur lesquels nous avons traversé depuis le mois de janvier-février. On est passé du stade 1 où le stade 1 étant effectivement des cas isolés
importés sur le territoire où il a fallu mettre en quarantaine un certain nombre de cas. Et l'objectif était effectivement de freiner l'introduction du virus. On est passé assez rapidement, à partir du mois de février, au stade 2, puisqu'on a identifié des clusters, notamment dans la région de l'Est de la France et de l'Île-de-France. Et là, l'objectif, c'était de limiter la propagation, avec effectivement, là aussi, des mises en quarantaine. On a malheureusement, effectivement, été confronté à ce fameux stade 3, le fameux stade de confinement, où l'objectif, c'était de limiter les conséquences de la circulation du coronavirus. Et là, effectivement, depuis le 15 mars, nous avons connu cette période de confinement qui a été levée le 11 mai pour un certain nombre de personnes. Malheureusement, la restauration, tout au moins la restauration sur place, n'a toujours pas redémarré. Il semblerait qu'au vu des dernières actualités, puisque j'ai écouté un petit peu les informations de ce midi, on viserait des réouvertures du secteur de la restauration autour du début juin. Donc on l'espère fortement. Et effectivement, on est en train de préparer effectivement ce fameux stade 4 qui est l'accompagnement au retour à la normale. Alors, ce fameux stade 4 va poser un certain nombre de questions. D'abord, est-ce qu'on va reprendre sur une situation à la normale? Je le doute. Et à travers ma présentation, on verra qu'effectivement, il va y avoir un certain nombre de mesures qu'il va falloir mettre en œuvre, de nouvelles mesures qu'il va falloir mettre en œuvre dans vos établissements. Justement, quelles contraintes vous allez devoir intégrer par rapport à l'évolution de l'épidémie, notamment on le verra sur des mesures barrières, des distanciations sociales, etc. Donc, quelles mesures vont s'imposer aux professionnels de la restauration qui vont recevoir du public, en sachant que effectivement, il y a un certain nombre de mesures dans le cadre de la réouverture d'établissements qui, de toute façon, devaient être mises en place, notamment pour les établissements qui avaient des fermetures temporaires. Je pense notamment aux établissements saisonniers qui devaient, de toute façon, mettre en place des mesures renforcées de réouverture. Je pense notamment aux mesures de nettoyage et de désinfection des locaux, aux mesures de formation du personnel, parce que des établissements qui ferment pendant 1 mois ou 2 mois, il est nécessaire effectivement de bien remettre en route l'établissement dans des bonnes conditions. Tu peux passer, Xavier. En tout état de cause, voilà, il faut que ce plan de reprise, ce plan de réouverture soit effectivement le plus efficace possible, parce que il va falloir répondre à 3 objectifs principaux. Le premier, ça va être de rassurer votre personnel sur les mesures que vous allez vous prendre en tant que patron d'entreprise pour pouvoir protéger vos salariés. Les personnes qui ont été en arrêt de travail ont pu avoir une dimension un peu anxiogène par rapport à cette épidémie et vont devoir effectivement reprendre une activité dans vos établissements avec cette anxiété. Il va falloir absolument effectivement les rassurer. Le deuxième objectif, je le disais en introduction, ça va être effectivement de rassurer vos consommateurs, comment faire pour faire revenir vos clients dans vos établissements. Et le troisième objectif, au-delà de la crise sanitaire liée au virus, il va bien évidemment ne pas rajouter une crise sanitaire liée aux produits que vous allez servir. Donc, bien évidemment, respecter les mesures d'hygiène, que ce soit sur les équipements, que ce soit sur les surfaces, que ce soit sur les mesures d'hygiène du personnel, pour bien évidemment veiller à ce que les produits soient sains et marchands. Alors, pour répondre à ces 3 objectifs, il va falloir effectivement mettre en place un certain nombre de mesures. Je pense notamment aux mesures de sanitation de vos établissements et notamment vis-à-vis du virus. Alors, quand on parle de sanitation, ce sont toutes les procédures de nettoyage et de désinfection des locaux et des équipements. Il va falloir renforcer les mesures d'hygiène de votre personnel. Il va falloir effectivement renforcer les fréquences de lavage des mains, mettre en place effectivement des mesures
concernant la réorganisation de vos établissements. J'en reparlerai plus en détail tout à l'heure. Il va falloir, chose nouvelle, effectivement, intégrer des mesures barrières, comme je le disais, dans vos organisations du travail. Allez, tu peux passer. Alors, je parlais de boîte à outils, effectivement. On a expérimenté avec un certain nombre de nos clients, que ce soit des clients indépendants ou des clients chaînés, un plan de réouverture qui se compose en fait en 5 étapes. La première étape, c'est une étape de préparation. La deuxième étape, au moment de la réouverture, ça va être bien évidemment de nettoyer et désinfecter l'ensemble de vos locaux qui, pour certains, ça peut être une situation inédite parce que vous aviez l'habitude d'être ouvert peut-être pour certains 7 jours sur 7, midi et soir. Bon, j'espère que vous avez quand même pour les restaurateurs indépendants quand même des jours de coupure, mais des fermetures d'activités pendant 2 mois, 2 mois et demi, c'est vrai que ce sont des situations inédites. Il va falloir effectivement pouvoir remettre dans les bonnes conditions en route vos établissements. La troisième étape, ça va être effectivement de vous organiser. On parlait de l'organisation du travail. Donc voir comment mettre en place cette bonne organisation. Quatrième étape, c'est de contrôler. Donc ça sera le rôle du manager de contrôler que les dispositions mises en place vont être appliquées. Et la cinquième étape, ça va être le pilotage pour pouvoir s'assurer que les mesures sont pérennes. Alors, si on passe effectivement sur la première étape, l'étape de préparation, pendant cette période de fermeture, profitez de cette occasion pour former, reformer, faire des piqûres de rappel sur vos équipes, sur la sécurité des aliments. C'est en plus un point qui peut être quelque chose d'important parce que voilà, il y a eu cette coupure et il est primordial de bien reformer vos équipes aux bonnes pratiques d'hygiène et puis de pouvoir effectivement intégrer les nouvelles dispositions par rapport aux mesures de prévention Covid-19. Alors, il faut savoir que le gouvernement a mis en place des mesures de soutien des entreprises qui sont touchées par le Covid-19 en subventionnant la formation des salariés qui sont en activité partielle à hauteur de 1 500 € à travers des conventions FNE. Donc, si vous allez sur le site du ministère du Travail, vous avez la possibilité effectivement de pouvoir faire prendre en charge ces formations à distance ou formations en e-learning par le gouvernement. Deuxième action que vous allez devoir mettre en œuvre, ça va être effectivement de mettre à jour vos procédures de réouverture parce que vous allez devoir renforcer les mesures d'hygiène sur l'hygiène du personnel, sur les fréquences de lavage des mains, sur le plan de nettoyage et désinfection et d'intégrer les nouvelles mesures barrières, ces fameuses mesures barrières, dans le plan de maîtrise sanitaire. Et cela, effectivement, en intégrant la démarche des 5M, la maîtrise du milieu, ce sont les locaux, la maîtrise du matériel, du personnel, des méthodes et des matières, des produits. Deuxième étape, c'est la partie, effectivement, nettoyage et désinfection des locaux et des matériels, comme je le disais, qui ont été arrêtés pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il va falloir donc mettre à jour le plan de nettoyage. Pour cela, effectivement, vous allez devoir, dans certains cas, augmenter les fréquences de nettoyage. Je pense notamment à des zones qui sont extrêmement sensibles par rapport à la propagation du virus, sont les zones de contact, les zones, ce qu'on appelle les zones manuportées. Ça va être les poignées de porte, ça va être les interrupteurs, ça va être les écrans tactiles, toutes les zones où effectivement le personnel peut poser potentiellement ses mains. Et donc, il est important d'intégrer effectivement ces zones de contact dans le cadre de votre plan de nettoyage. Un point important aussi, c'est de remettre en route votre contrat anti-nuisible, parce que dans certains cas, vos établissements qui ont été fermés peuvent favoriser l'invasion d'insectes ou de rongeurs. Donc, soyez attentifs à ce risque-là au moment de la réouverture et de remettre en place les contrats que vous aviez avec vos sociétés spécialisées. Le process de nettoyage et désinfection, heureusement,
Alors, c'est fini. Heureusement, le virus, le SARS-CoV-2, est relativement sensible. Ça n'est pas un virus très résistant, ni aux désinfectants, ni à la chaleur. On sait que quelques minutes, 4 minutes à 63 degrés, le virus est détruit. Et avec des produits homologués classiques que l'on va retrouver dans vos établissements, que ce soit des produits à base de chlore, à base d'alcool, notamment les gels hydroalcooliques ont des effets néfastes vis-à-vis du coronavirus. Les composés d'ammonium quaternaire ou certains acides ont un effet néfaste sur le virus, bien heureusement. On sait que dans certaines zones un peu critiques, notamment sur des zones où ces zones ont pu abriter des cas de Covid positifs. Je pense notamment dans l'hôtellerie à des chambres qui ont permis d'isoler des cas de coronavirus. Il est important de s'assurer que les produits qui vont désinfecter ces surfaces répondent à la norme NF 14476, qui est en fait une norme répondant à une action virucide et qui effectivement aura un effet positif sur la destruction du virus. Là, tu peux passer, Xavier. Alors, la troisième étape, c'est l'étape la plus délicate que vous allez devoir gérer et qui va nécessiter effectivement une attention toute particulière du manager, du responsable de site. Ça va être effectivement de mettre en place ce qu'on appelle les gestes barrières et les mesures de distanciation, que ce soit entre employés, que ce soit entre employés et consommateurs, que ce soit entre employés et livreurs, si vous avez des livreurs qui viennent dans votre établissement pour la livraison à domicile. Donc, effectivement, là, il va falloir mettre en place un certain nombre de mesures pour pouvoir éviter la propagation du virus dans votre établissement. Donc je pense à un certain nombre de mesures. Ça va être par exemple d'assurer une arrivée échelonnée de votre personnel dans votre établissement si vous avez plusieurs employés, pour éviter effectivement un agglutinement des personnes dans les vestiaires. Idem pour les pauses, il va falloir échelonner les pauses pour éviter que les personnes se retrouvent au même endroit dans la salle de pause ou dans la salle de restaurant. On sait que c'est un moment convivial. En plus, dans cette période de reprise, les gens vont avoir besoin de liens sociaux. Mais effectivement, il va falloir être très attentif à cela parce que c'est là où il va falloir être respectueux des distanciations. Et puis, mettre en place, on l'a vu dans certains reportages à la télévision, des marquages au sol sur les zones d'attente, sur les zones d'encaissement, sur les zones de récupération des repas pour livraison à domicile. La possibilité, effectivement, de mettre un marquage au sol pour, là aussi, respecter les 1 mètre de distanciation. Voilà, donc ce sont des éléments qu'il va falloir bien intégrer dans votre organisation du travail, par des marquages, par des systèmes d'affichettes, pour bien rappeler les messages, que ce soit les messages vis-à-vis de votre personnel et puis aussi vis-à-vis des consommateurs. On a eu un cas d'un client assez récemment qui avait ouvert en livraison à domicile et qui s'est vu fermer son établissement par les autorités parce qu'en fait, il y avait une concentration des livreurs qui attendaient les commandes et qui ne respectaient absolument pas les distanciations. Et donc, les autorités qui sont passées sur cet établissement ont immédiatement fermé l'établissement. Donc, je pense que les autorités ne vont pas... Voilà, il faut être très attentif à ça et donc soyez vigilants sur cet aspect-là. Alors, il y a aussi une petite photo sur cette slide, le port du masque. Ça, c'est une grande question. Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu une obligation de porter le masque dans les établissements de restauration, contrairement à l'obligation qu'il va y avoir qu'il y a aujourd'hui dans les transports publics. La question va se poser, vous allez devoir vous la poser. Est-ce que votre établissement va permettre cette fameuse distanciation des 1 mètre entre les employés de votre établissement? Si ça n'est pas le cas, vous avez tout intérêt effectivement à demander à vos collaborateurs de porter le masque. Voilà. Je pense que il va y avoir pas mal de questions sur ce sujet-là, je pense à l'issue de... On
De toute façon, n'hésitez pas pour ceux qui nous écoutent à poser vos questions dans l'onglet questions. Et puis, à la fin de ton intervention, Absolument. Patrick, on prendra un petit temps pour y répondre. La quatrième étape, ça va être l'étape de contrôle. Alors, premier geste, premier réflexe à avoir quand vous allez rouvrir votre établissement, c'est de vérifier que les produits, pour autant qu'il restait des produits dans votre établissement, n'aient pas des dates de péremption dépassées. Je pense notamment aux éventuelles marchandises qu'il a pu rester dans vos chambres froides négatives et éventuellement aussi dans les réserves sèches. Donc, un contrôle, un inventaire de vos stocks, un contrôle des dates. Si vos chambres froides négatives sont restées en fonctionnement pendant cette période de fermeture et que vous n'avez pas forcément de système de relevé de température automatique, vérifiez s'il n'y a pas eu de signe de rupture de chaîne de froid. Est-ce que effectivement il n'y a pas de givre autour des produits? Est-ce qu'il n'y a pas des produits semi-liquides qui ont coulé, qui serait effectivement un signe de rupture de chaîne de froid? Sur la validation des tâches qui vont être réalisées, notamment je pense à un certain nombre de tâches de nettoyage et désinfection, Jonathan en reparlera plus en détail à travers effectivement la solution TrackFood. Effectivement, des solutions digitales vont permettre de structurer votre démarche de remise en route de votre établissement. Mais il est important, dans le cadre de votre démarche HACCP, de pouvoir enregistrer les tâches effectuées, que ce soit sur un document d'autocontrôle papier ou sur un support digital. Et là, je laisserai après la main à Jonathan pour pouvoir rentrer plus en détail sur cette partie-là. Et puis, vous avez la possibilité aussi de vous faire accompagner pour réaliser un audit de réouverture, soit sur les aspects effectivement hygiène, mais aussi sur les mesures Covid que vous avez pu mettre en place dans cette période de réouverture, avec la réalisation éventuelle de prélèvements sur des surfaces, voire sur des produits. Voilà. Et dernière étape, l'étape 5, c'est effectivement... Vas-y. Xavier, tu peux passer. Voilà, l'étape 5, c'est ce qu'on appelle l'étape de pilotage. Ça va être effectivement de s'assurer de la pérennité des actions mises en œuvre. Et donc, en cas d'écart, il va falloir effectivement mettre en place des actions correctives pour justement s'assurer de l'appropriation de ces nouvelles mesures par votre personnel. Donc, le cas échéant, resensibiliser les équipes si vous vous rendez compte effectivement qu'il peut y avoir des dérives par rapport à ces nouvelles dispositions. Voilà un petit peu cette boîte à outils opérationnelle, qualitative, qui va être pour moi, je pense, la clé de la réussite de votre réouverture. On vous a mis dans cette présentation, qui je crois sera partagée, Xavier, quelques liens pratico-pratiques sous forme de petites fiches, sous forme de FAQ. Un certain nombre, alors c'est pas du tout exhaustif, mais je pense que déjà sur ces 3 liens, on retrouve pas mal d'informations intéressantes. Il faut savoir que sur le site du ministère du Travail, il y a un certain nombre de fiches métiers qui sont éditées. Il y en a une qui est d'ailleurs en préparation. J'ai eu l'occasion d'avoir l'avant-projet pour ce qui est justement de la restauration service à table, qui va, je pense, paraître dans les prochains jours. Donc voilà, ce sont des fiches pratico-pratiques qui vous permettent aussi de vous aiguiller, de vous accompagner dans les mesures que vous allez devoir prendre dans le cadre de votre reprise d'activité. Merci Patrick. Et avant de passer du coup la parole à John, on va prendre quelques questions. Donc d'abord, Béatrice, doit-on faire une désinfection complète de nos locaux, salle et cuisine, avant la réouverture par une entreprise certifiée? C'est moi qui réponds, Xavier, c'est ça? Oui, oui. Alors, suite à la réponse. Oui, alors. Il n'y a pas obligation de passer par une entreprise extérieure pour pouvoir assurer le nettoyage et la désinfection de votre établissement. Vous avez, je pense, toute la compétence pour pouvoir assurer cette opération. La seule question qui peut se poser, c'est sur effectivement les zones au-dessus de ce qu'on appelle les zones hauteur au-dessus de la hauteur d'homme.
où normalement vous n'êtes pas censé monter sur une échelle ou un échafaudage pour aller nettoyer les plafonds ou les murs en partie haute. Et là, effectivement, il faut peut-être faire appel effectivement à des sociétés peut-être spécialisées. Mais sinon, non, vous n'avez pas cette obligation. On a vu effectivement dans certains reportages à la télévision des sociétés qui venaient avec des combinaisons complètes avec un nettoyage qui pouvait être à la vapeur, etc. Bon, un nettoyage classique avec des produits appropriés, pour moi, suffit largement. Il faut savoir que le virus résiste assez peu dans la durée sur les surfaces, c'est-à-dire que votre établissement qui a fermé pendant 2 mois, s'il y avait eu des virus introduits il y a 2 mois, il y a une forte probabilité pour que le virus n'ait pas résisté, n'ait pas survécu à cette période de fermeture. Voilà. Maintenant, il faut quand même nettoyer. Hein, je dis pas qu'il faut. Voilà, il faut quand même nettoyer, ne serait-ce que par rapport aux autres micro-organismes pathogènes qui ont pu être présents dans vos cuisines. Donc, mais une bonne pratique d'hygiène classique suffit largement. Ok, merci. Question de Béatrice. Doit-on faire une désinfection complète de nos locaux, salles et cuisines avant la réouverture non, pardon, excuse-moi, je t'ai déjà posé. Prévoir un nettoyage des toilettes entre chaque client après la réouverture. Entre chaque client, ça va être un peu complexe. Par contre, augmenter les fréquences de nettoyage des toilettes clients, oui. Clairement, oui. Clairement, oui. Après, encore une fois, je me permets d'intervenir. C'est effectivement, il y a un certain nombre de mesures qui vont être annoncées à partir du 25 mai, sur la semaine du 25 mai, comme on le disait juste avant avec Xavier et Patrick. Sur la réouverture des établissements, on commence à voir que ça pourrait être envisagé à partir du 2 juin pour les zones hors Île-de-France, en tout cas les zones vertes pour la plupart. Mais effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de mesures annoncées restrictives. C'est plus des conseils et des précautions. Patrick, je te laisse un petit peu la main dessus, mais c'est encore en attente en tout cas. Question de Valérie pour un restaurant qui propose uniquement un service de buffet. Est-ce qu'il y a des préconisations particulières? Il est Déjà, fort probable, ça sera possible? Mais, là aussi, on attend les dispositions du ministère, mais il est fort probable que les offres sous forme de buffet self-service où le consommateur se serve lui-même soient proscrits. Je pense que les systèmes de buffet ne pourront s'envisager qu'à partir du moment où il y aura de la vente assistée, c'est-à-dire qu'une personne dédiée viendra servir le consommateur. Et qu'entre le buffet et le consommateur, il devra y avoir une barrière physique pour éviter effectivement des risques de contamination. Mais ça n'est que mon avis. Pour l'instant, rien n'est encore écrit par rapport à ces dispositions. Ça, en fait, les règles sanitaires, pour l'instant, Exactement. Personne ne les connaît. Juste un point, il faut savoir que il y a quand même des guides qui sont en train d'être formalisés, notamment sur le secteur de l'hôtellerie. Le ministère a mandaté Sébastien Bazin, qui est le PDG d'Accor, qui est en train de travailler justement sur un guide qui va être dédié à l'hôtellerie. Donc, il y a un certain nombre de dispositions qui vont être rédigées par les professionnels, validées par le ministère, et donc on retrouvera un certain nombre de ces dispositions dans ces guides. Donc j'imagine que tu n'auras pas forcément la réponse non plus. Enfin, en tout cas, tu l'as dit, pour l'instant, il n'y a pas d'obligation de port de masque, même pour les personnes qui manipulent la nourriture. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation. Ouais. Mais j'allais juste ajouter. C'est une mesure de bon sens, c'est-à-dire que on sait que dans les cuisines, on est quand même dans un confinement. Respecter les fameux 4 mètres carrés en cuisine, ça n'est pas possible.
En back office, j'entends. Hein. Et en front office, ça va être encore plus difficile si vous mettez un client par 4 mètres carrés. Je pense que l'intérêt de rouvrir un restaurant va être quand même très limité du coup. Mais donc voilà, en back office, respecter 1 mètre, 1,50 m, ça va être extrêmement difficile. Donc le bon sens voudrait que les personnes portent un masque. Pour se protéger, pour protéger son collègue. Et à choisir entre masque et visière? Non, les deux sont efficaces. Faut savoir que le masque, si c'est un masque chirurgical, n'a une efficacité que pendant 4 heures. Donc, il faut intégrer un changement régulier des masques. Ça va être quelque chose aussi qu'il faut intégrer. Mais la visière fait le job également. Il y a une question sur l'obligation de moyens versus l'obligation de résultat. Je crois qu'il y a eu des nouvelles récemment ou un décret qui est sorti pour justement rassurer un peu les restaurateurs. Oui, c'est ça. Laisser la responsabilité mettre en cause à l'exploitant de définir ses moyens de maîtrise. Ça va un peu dans le sens aussi de la HACCP, des bonnes pratiques d'hygiène. Et effectivement, on demandera aux exploitants une obligation de résultat. Donc je vois qu'il y a pas mal de questions finalement sur des règles, mais qu'on ne connaît pas encore, j'imagine. C'est plus des règles de bon sens, forcément. Il y a aussi, en plus de cela, le fait de pouvoir rassurer le client. J'ai un exemple tout bête, c'est que en bas de chez moi, j'ai une pizzeria qui a commencé à faire de la livraison et de la vente à emporter. Ils avaient pas de masque encore il y a 3 ou 4 jours. Donc effectivement, ça peut faire peur. Il y a un vrai besoin aussi de rassurer ces clientèles. On n'a pas beaucoup parlé, mais c'est là où toutes ces mesures, forcément, il y a un virus derrière. Je pense qu'il est important aussi de montrer qu'on met un certain nombre de mesures pour rassurer le client. Et donc, on a vu pas mal d'images tournées sur Internet avec des grandes plaques de plexiglas au niveau des tables, etc. Est-ce que ça a des chances d'arriver On commence à en voir des plexis. Forcément, moi j'y vois un vrai intérêt. Oui, ça permet quand même de placer une barrière entre le client et le restaurateur. Là, on parle effectivement de la zone d'encaissement, c'est ça dont tu parles, John? Alors après, même au niveau des tables, en Chine, des plexiglas pour séparer. On voit pas mal de photos tournées aussi. Jusque-là, le restaurant est un lieu convivial. Est-ce que le fait de rajouter une barrière plexiglas je sais pas. J'ai un gros point d'interrogation par rapport à ça. J'allais dire, ça casse un peu son charme, forcément. Après, si c'est pour regagner un petit peu en place assise, c'est à réfléchir aussi, en fait. Bien sûr. Savez-vous quand nous aurons connaissance du livre blanc qui regroupe toutes les obligations relatives à la réouverture? Est-ce que c'est le 25 mai? C'est un autre moment? Pas de date, mais je pense que ça sera plutôt fin mai, début juin, effectivement. Il est en cours de rédaction, c'est ça? C'est le guide, c'est le fameux guide oui. Où est nommé pour s'en occuper. Alors, il y a une question assez technique. Je ne sais pas si vous aurez la réponse de Béatrice. Pour la désinfection espace-salle, que pensez des pulvérisateurs désinfectants portables 5 litres? Pulvérisateurs désinfectants portables. Je les connais tous, Patrick. Je ne sais pas à quoi pense Béatrice. Est-ce que c'est un système de pulvérisateur pour désinfecter l'air ou les surfaces? Je ne sais pas. Alors Béatrice, si vous pouvez préciser votre question, s'il vous plaît. Là aussi, obligation de résultat, c'est-à-dire que si effectivement le produit désinfectant répond à une norme bactéricide, virucide, bien évidemment. On sait qu'il y a aujourd'hui des produits alcoolisés, enfin à base d'alcool,
qui peuvent s'appliquer sur les surfaces sans rinçage et qui sont effectivement efficaces pour la désinfection. Est-ce qu'un client, demande Stéphane, aura-t-il le droit de nous demander des justificatifs d'achat, de contrats de nettoyage ou des factures? Pas d'exigence particulière. Non, pas d'exigence particulière là-dessus. Il va Ouais, falloir il faut rassurer sur les quoi, mesures c'est pas- que vous allez prendre. Donc certains, on parlait tout à l'heure du groupe Accor, sont engagés dans des démarches, mais qui sont quand même relativement lourdes, des démarches de label. Voilà, à vous de voir dans quelle mesure vous pouvez rassurer vos clients. Pour certains, vous les connaissez, donc ça passera aussi par des échanges avec eux pour leur expliquer un petit peu ce que vous mettez en place. Nous, je sais que côté Mérieux Nutrition, on accompagne un certain nombre de nos clients avec des audits de réouverture, de la formation en e-learning, etc. Et on leur donne un petit autocollant justement à poser sur leur devanture qui permettrait de rassurer le consommateur en disant que voilà, cet établissement est accompagné par un organisme indépendant dans le cadre des mesures Covid. Est-ce qu'il y a des normes spécifiques à la vente à emporter? C'est ce que je disais. La norme, c'est de s'assurer que le livreur, il va falloir en fait réorganiser toute la gestion des commandes et effectivement bien gérer la zone d'attente des livreurs. Ça, c'est important. Et mettre en place effectivement cette distanciation entre l'employé qui va poser le repas, qui va donner le repas au livreur. Hein. Donc, on a vu aussi là pas mal de reportages où on posait une table entre la cuisine et la zone de récupération de la commande, justement pour pouvoir respecter cette distanciation des fameux 1 mètre, 1,50 m entre l'équipe et les livreurs. Merci Pathé. Est-ce que tu as répondu, est-ce que les gants sont Alors les gants, obligatoires les fameux en cuisine et gants, pendant le service? c'était déjà un grand débat avant la crise Covid. Moi, ma philosophie, ça a toujours été de dire, je préfère avoir des mains souvent lavées et que les gens effectivement travaillent sans gants plutôt que d'avoir des gants sales, parce que les gants peuvent être le pire ennemi. On a l'impression effectivement d'être protégé avec des gants. Sauf qu'à un moment donné, les gants, on les oublie, on touche à beaucoup de choses et si on les change pas régulièrement, ça peut être pire que tout. Donc, porter des gants, oui, mais pour des opérations très précises, à des postes bien définis. Hein, je pense par exemple pour de la préparation de salade ou pour certains postes. Mais dès lors qu'on est amené à quitter son poste, il faut enlever les gants et les changer. Porter des gants sur une zone d'encaissement, moi je vois des fois des gens qui font à la fois le service des produits qui sont en vitrine et qui font l'encaissement avec des gants, c'est pire que tout. Donc il faut éviter absolument ça. Hein. Donc il vaut mieux avoir des gens qui se lavent souvent les mains, parce que quand on a des mains qui sont sales, on a tendance bien évidemment naturellement à aller se laver les mains post-lavement. Il n'y a pas d'obligation. Hein, il n'y a pas d'obligation, il n'y aura pas d'obligation sur le port des gants. On avait une question qui revenait souvent, Patrick, sur le fait d'avoir peut-être des poubelles dédiées pour oui, alors ça c'est important. C'est important d'avoir des poubelles à proximité des postes, parce que au-delà des biodéchets nécessaires à éliminer, il faut aussi éliminer tout ce qui va être gants ou masques si les personnes portent ces équipements. Donc effectivement avoir des poubelles à proximité et autant que possible des poubelles à commande non manuelle, hein, pour éviter d'avoir à toucher le couvercle de la poubelle. Béatrice a précisé donc la désinfection, c'était bien de l'air qui du coup permet la désinfection des surfaces, oui, tables, chaises, lampes, etc. Hors vaisselle, bien sûr. Ok. Bon malheureusement, en fait, il y a beaucoup de questions qui vont, dont on aura les réponses quand ce fameux plan de rouverture sera annoncé, qu'on aura les règles précises. Un deuxième webinaire une fois que les dispositions seront publiées. Oui.
Voilà. Comment les mettre en place quand on les connaîtra? Et on espère le plus tôt possible pour avoir le temps de s'organiser, évidemment. Du coup, on va continuer. Donc, si tu veux bien, Jonathan, et on va parler un peu des solutions que le digital peut apporter, justement, pour respecter toutes ces normes Oui, d'hygiène. avec plaisir. Donc voilà, pour vous présenter un petit peu TrackFood rapidement, TrackFood est une solution qui fait partie maintenant depuis 2 ans du groupe Myriam NutriScience, dont Patrick fait partie. On a un peu plus de 3000 clients avec 25 000 utilisateurs. Comme vous l'a dit Xavier, je suis ancien restaurateur, mon associé était formateur en hygiène et sécurité, et c'est comme ça qu'on a eu l'idée en fait de créer donc une application qu'on peut télécharger sur les stores, à la fois Android et iOS. Cette application en fait va vous permettre justement de répondre à la réglementation, donc des autocontrôles. Entre autres, on va pouvoir le voir ensuite dans la présentation de traçabilité, réception de marchandises, relevé de température, etc. pour tout simplement dématérialiser, éviter le papier. Voilà, quelques clients, tout simplement pour vous dire qu'on travaille aussi bien avec des artisans de type boucher, charcutier, traiteur, boulanger, qu'avec des indépendants, des chaînes, de la collectivité ou de la grande distribution. Pour la simple et bonne raison, c'est que tout le monde doit respecter la réglementation justement que vous voyez à l'écran du plan de maîtrise sanitaire. Et après, plus ou moins dans le détail, selon la segmentation et l'activité que l'on a. Je voyais tout à l'heure dans le chat des questions sur le fait que en vente à emporter ou en livraison, jusqu'où on devra aller sur ces autocontrôles. Pour cela, forcément, rien ne change. Je suis obligé, comme vous le savez sûrement, de conserver à minima pendant 6 mois pour les indépendants les étiquettes de mes matières premières. Sur la traçabilité, effectivement, donc là, ça permettra de les prendre en photo et de les matérialiser, de gérer son plan de nettoyage, à savoir par zone, par poste et par fréquence. Ça aussi, ça continue. De faire un relevé de température quotidien sur mes équipements, aussi bien ça peut être un minimum 1 fois par jour, mais souvent on le fait matin et soir. De contrôler forcément ma marchandise lors de la réception, etc., etc. On a fait un petit focus aussi, on s'est dit avec Xavier de reparler de la ligne confiance, parce que c'est vrai que c'est un décret qui date depuis maintenant mars 2017, qui avait été un petit peu mis de côté, comme vous le savez, qui n'avait pas été rendu obligatoire, c'est-à-dire d'afficher justement le score, le fameux score obtenu, qui est sous forme de smiley, qui va de corriger de manière urgente à très satisfaisant. Effectivement, on pense que avec la situation qu'on connaît actuellement, ça va revenir un petit peu. Pour la simple et bonne raison, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la transparence vis-à-vis du client, du consommateur, elle va se faire de plus en plus. Donc là aussi, c'est quelque chose qui peut ressurgir. Donc voilà, encore une fois, essayer de mettre le plus de chances possible de son côté pour montrer qu'il y a un certain nombre de mesures d'hygiène qui sont mises en place dans vos établissements. Voilà, donc j'ai parlé un petit peu de ce qu'on était capable de vous apporter de façon, encore une fois, via l'application et façon dématérialisée. On a une possibilité chez TrackFood de faire des relevés de température automatiques via des capteurs pour ceux qui le souhaitent vous présenter. Possibilité aussi d'étiqueter vos produits. Je voyais tout à l'heure des questions sur le fait de pouvoir étiqueter ces produits et de vérifier aussi les DLC secondaires ou les DLC des produits lors de la réouverture. Ça va faire partie des points importants à checker, à vérifier lors de la réouverture des établissements. Ce que je voulais surtout vous présenter aujourd'hui, en plus de ce qu'on fait toute l'année, c'est surtout de vous montrer, de vous tendre la main pour vous dire comment on pourrait éventuellement vous aider sur la réouverture. Pour ça, en fait, on a malheureusement, on a quelque part profité de cette période pour développer une fonctionnalité qui était très attendue chez TrackFood, qu'on va voir juste dans le slide après, merci Xavier, qui s'appelle en fait la checklist. C'est une fonctionnalité qui va permettre en fait de vérifier un certain nombre de points de contrôle, tout simplement depuis l'application. Donc en fait, l'idée, c'est que quand vous allez cliquer sur cette fonctionnalité checklist, vous allez, on a pour vous plugger un certain nombre de listes liées aux mesures à vérifier et à mettre en place, justement que Patrick vous a présenté.
Et ensuite, on pourra bien sûr ajouter ce qui aura été imposé après le 25 mai, comme on l'a dit, par le gouvernement. Et l'idée, en fait, c'est de vérifier un certain nombre de points de contrôle, de pouvoir dire si ces points de contrôle ont été effectués ou non effectués, et derrière, de pouvoir ajouter une photo ou un commentaire. Et donc, l'idée toute simple, c'est de dire, si vous voulez profiter de cette fonctionnalité, vous pourrez télécharger TrackFood, l'application. On a une période d'essai en fait gratuite pendant 30 jours où on pourra vous aider justement lors de la reprise et de la réouverture des établissements pour que vous puissiez l'utiliser et tester cette fonctionnalité. On a fait également un petit livre blanc reprenant les bonnes pratiques à mettre en place qu'on pourra vous faire suivre peut-être via Xavier les équipes de un livre blanc qu'on a fait justement en collaboration avec Patrick et Mérieux, qui reprend de façon très simple et imagée les bons gestes et les bonnes pratiques. Que vous pourrez présenter à vos équipes, disons pour les aider un petit peu lors encore une fois de la réouverture. Merci Jonathan. On le voit, le digital, ça peut vraiment aider à faciliter tout ce suivi des normes d'hygiène. L'idée, c'est pas de faire de la pub pour un prestataire ou un autre. Nous, ce qu'on a aimé dans la démarche de Jonathan avec TrackFood, c'est qu'ils ont mis à disposition une fonctionnalité qui répond réellement aux besoins immédiats de la crise, et ils le font avec une période de gratuité. Et donc voilà, donc c'est ça qui est intéressant pour tous. Et après, à vous de faire votre avis et puis de regarder TrackFood et d'autres solutions si vous le souhaitez. Merci Jonathan. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont passées entre-temps. Où peut-on se procurer le livre blanc? Donc ça, vous l'aurez sur le blog. On va publier un petit compte rendu. Donc on va passer à la dernière partie pour respecter le timing du jour. Et donc on va inviter notre dernière intervenant, donc Stéphanie, pour une fois une femme sur l'un de nos webinars. Malheureusement, on n'en a pas assez. Et donc, je vais l'inviter sur scène tout de suite. Stéphanie, je vais la présenter très rapidement. Donc, elle travaille dans le secteur de la restauration depuis… elle est arrivée avec plein de trucs ouverts sur son ordi. Donc, depuis une douzaine d'années, c'est la fondatrice de Restopolitan, que certains d'entre vous connaissent déjà, une plateforme de réservation de restaurants. Et là, plus récemment, elle a lancé une initiative pour vous aider justement à vous équiper de toutes les solutions dont vous allez avoir besoin pour la reprise. Et pourquoi j'ai souhaité l'inviter aujourd'hui, c'est que la connaissant bien, elle a fait une étude de tout ce qui existait sur le marché, et elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup d'offres et que c'était difficile d'y voir clair, qu'il y avait des prix qui étaient complètement délirants, qu'il y avait des fournisseurs qui étaient parfois des arnaques, qu'il y avait vraiment de tout. Et donc, c'est pour ça qu'elle a décidé de se lancer. Et donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est qu'elle vous donne quelques indications pour vous aider à y voir plus clair, justement, dans toutes ces solutions-là. Stéphanie, je ne sais pas si tu es là. Est-ce que tu pourrais activer ton micro ? Stéphanie ? Non, on n'entend pas. Ça devrait pas tarder. Excusez-moi. Ouais, c'est bon ? Parfait. Hop. Ouais, nickel. Alors, attends, ne bouge pas parce que donc là, mes fenêtres se sont fermées, c'est ça ? Attendez, on va arriver. Hop, voilà. Ouais. Une fois que tu as fermé les 200 fenêtres ouvertes sur ton ordinateur. Ok, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Xavier, c'est bon, ça marche ? Oui. Ok, super.
Alors, l'idée, voilà, en effet, comme vous le disiez, Xavier, le marché en ce moment sur tous les produits relatifs à la sécurité sanitaire a été en pleine explosion et tout le monde s'est retrouvé à se mettre sur ce créneau. Et en dépatouillant un petit peu le sujet à la demande de certains de nos restaurants partenaires, on s'est rendu compte en fait que ça grouillait, comme le disait Xavier, d'arnaques un petit peu en tout genre. Et ça nous a pris quasiment 2 semaines complètes pour comprendre quels étaient les bons produits, comment les acheter, à quel prix et quoi vérifier, surtout quand on les achetait. Donc, vous allez voir, on en a sélectionné 5 sur lesquels on vous fait un point global et on vous donne comme ça en même temps un benchmark de prix par rapport à chacun de ces produits. Alors, le premier sujet, c'est le gel hydroalcoolique. En ce qui concerne donc le lavage des mains avec un gel, il y a 2 produits qui existent. Il y a la solution hydroalcoolique, qui communément peut être appelée SHA, et le gel hydroalcoolique, le GHA. La solution hydroalcoolique, c'est aussi liquide que de l'eau, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable entre guillemets à l'utilisation. Le gel hydroalcoolique, généralement il y a un peu de glycérine, donc ça permet d'être plus doux pour les mains. C'est une question de préférence. Les deux sont équivalents en termes d'action, mais en tout cas, si vous avez une préférence, c'est important de bien vérifier quand vous passez vos commandes si vous avez de la solution hydroalcoolique ou du gel hydroalcoolique. Évidemment, s'assurer que c'est sans rinçage, que c'est pas collant, pas de parfum, pas de colorant. Il y a un point qui est très important, c'est de s'assurer que le gel ou la notion que vous avez choisir comporte la norme CE, qui est la norme 144/76. C'est cette norme-là qui est virucide et non pas uniquement bactéricide. Et enfin, le dernier point qu'on voulait vous donner en termes d'informations sur le gel, là, on vous a mis par exemple en photo un bidon de 5 litres. Nous, c'est ce qu'on livre à nos clients. Juste pour vous donner un ordre d'idée, à chaque fois que par exemple sur un flacon pompe, vous faites une petite pression pour vous laver les mains, la pression sur le flacon pompe, c'est 3 millilitres. Pour être sûr que les mains sont désinfectées, c'est normalement le bon process, c'est 2 pressions, donc 6 millilitres. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, avec 5 litres, c'est en moyenne 75 pressions par jour et donc ça tient à peu près maximum 1 mois. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit point global là-dessus. La loi a encadré, enfin il y a un décret qui a permis d'encadrer le prix de vente des produits. Donc par exemple pour 5 litres, le prix de vente maximum est basé à peu près à 64 € hors taxe, avec maintenant une TVA à 5,5 et non plus une TVA à 20. Donc jusqu'à la fin de l'année, la TVA sera à 5,5. Le prix donc en moyenne est à peu près à 64 € et vous pouvez partir du principe qu'entre 60 et 64, c'est globalement un bon prix si vous les achetez à l'unité et chez un fournisseur qui lui-même n'a pas de volume. Donc voilà pour le gel. Alors moi j'ai ma préférence pour le gel, c'est pour ça que pardon, excusez-moi, j'ai noté la fiche comme gel hydroalcoolique. Ensuite, après, le deuxième sujet sont les masques. Donc en effet, il y a différents types de masques qui existent sur le marché. Il y a les masques dits à usage sanitaire et les masques à usage non sanitaire. Donc ce qui est considéré comme sanitaire, c'est tout ce qui est utilisé par les médecins en hôpital, en EHPAD, par les porteurs du virus, etc., etc. Nous, en tout cas, chez CleanKit, on avait la volonté de laisser à ces professions-là ces types de masques. Et dans les masques à usage non sanitaire, donc, ce sont des masques qu'on appelle type grand public. Donc, c'est comme par exemple celui que vous voyez en photo. Donc, souvent des masques en tissu. Sur ces masques-là, le focus, alors de manière générale, tous les masques doivent évidemment porter la norme CE, c'est absolument obligatoire. Pour vous donner un ordre d'idée de coût, les masques chirurgicaux, généralement, vous pouvez les avoir à 0,60 centimes pièce. Comme il faut les changer tous les 2 jours, ça représente 1,2 € par personne par jour minimum. Donc, le prix peut grimper hyper vite. Pour un salarié par trimestre, ça représente à peu près entre 80 et 90 € de coût. Le masque en tissu, c'est un masque donc qui est lavable. Il y a un point qui est fondamental sur ces masques-là, c'est que le masque doit être certifié par la DGA. C'est la Direction Générale des Armées.
Et donc, ce sont uniquement ces masques-là qui ont passé différents barrages, entre guillemets, de certification. Donc, il faut uniquement acheter des masques qui sont certifiés par la DGA. Et l'idéal, et a fortiori, c'est quasiment obligatoire dans votre secteur pour les métiers de bouche, ce qu'on appelle des masques catégorie 1. Donc, pour reprendre toute la bonne nomenclature, des masques à usage non sanitaire catégorie 1 qui sont à destination de professionnels qui sont au contact d'un public. Donc, c'est exactement ce qui vous concerne. Ce qui est important sur ces masques en tissu, il y a 2 choses à voir. 1, évidemment, la partie certification, comme je le disais. 2, le nombre de lavages. Les masques peuvent être 5 lavages, 10 lavages, 20 lavages. Et enfin, le prix par rapport à ça. Parce qu'évidemment, un masque 5 lavages dure moins de temps qu'un masque 20 lavages et ainsi de suite. Pour vous donner un ordre d'idée, sur ces masques-là, alors ils sont proposés quasiment partout à entre 4 et 5 euros hors taxe. Et pareil, j'ai une TVA à 5,5 sur les masques. Mais globalement, un bon pricing, entre guillemets, si je peux me permettre l'expression, entre 3,5 et 4 euros maximum. Et surtout, essayer de prendre des 10 ou 20 lavages avec le petit logo de la Direction Générale des Armées. Ouais. Il y a une question, c'est la différence entre un masque chirurgical médical et un masque chirurgical. Alors, nous, ce qu'on a vu, moi, je suis partie du principe que les masques chirurgicaux, globalement, c'était des masques chirurgicaux tout court et donc ils sont faits pour les chirurgiens. C'est plus la différence entre les masques FFP2 et les masques chirurgicaux. Donc, en fait, la différence, elle se situe sur, je ne sais pas si vous voyez tout en bas, c'est sur la protection, c'est sur le nombre de particules qui peuvent être filtrées, entre guillemets, par le masque. Ça va de 70% jusqu'à 99%. Et donc, il faut voir quel est le nombre de microns, entre guillemets, qui peuvent passer à travers ces particules. A priori, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont réservés pour les chirurgiens, dans le type de métier qu'on exerce et à partir du moment où les gestes barrières basiques sont respectés, il n'y a absolument pas besoin d'avoir des masques qui sont dédiés aux professionnels de la santé. Et quel que soit le masque, oui. C'est bien. Alors ça, c'est très important. En fait, c'est même pas une question de nombre d'heures, c'est une question aussi de combien de fois tu vas toucher ton masque. Parce qu'à partir du moment où tu le touches avec des mains qui vont toucher autre chose, etc., si tu le déplaces, à partir de là, c'est cuit parce que potentiellement le masque, si tu l'enlèves et que tu le remets, ça va pas. Un masque, à partir du moment où une fois il est enlevé, à moins que ça ait été fait avec des mains extrêmement propres et remis dans une pochette, normalement il est censé être changé. Et tu as parlé de la norme DGA, ce qui doivent être marqués. Alors, à partir du moment, en fait, juste pour vous expliquer l'historique très rapidement des masques, le jour où on s'est rendu compte qu'en France, il y avait une pénurie, tout le monde s'est dit, ah bah tiens, nous, avec du tissu, on pourrait fabriquer des masques. Et donc là, avec des petits bouts de coton, on a commencé à fabriquer des masques. Et là, la Direction Générale des Armées a dit, attendez les gars, on va essayer de normer tout ça. Donc, ils se sont branchés avec l'IFTH, qui est l'Institut du textile, de l'habillement et ainsi de suite, pour créer ensemble une norme. Très rapidement faire des tests, justement, de combien de microns de particules passent et quel est le niveau de respirabilité du masque et ainsi de suite, pour créer ensemble une norme. Et chaque entreprise qui produit des masques doit obligatoirement, d'une part, passer les tests de lavage de l'IFTH et deuxièmement, être certifié par la DGA. Donc, à partir du moment où les masques sont certifiés par la DGA, de facto, ils sont à la norme CE. Est-ce que ça répond à votre question? Top. En fait, je vais vous dire très clairement, moi, je m'en suis rendu compte quand on parlait avec les fournisseurs. À partir du moment où vous dites, est-ce que je peux voir le certificat DGA, le rapport? Là, vous passez pour un fin connaisseur et a priori, tous les arnaqueurs tombent d'un coup. Par exemple, sur Groupon que vous devez connaître, sur Groupon, il y a eu une vente de masques, c'était un lot de 10 masques à 17 et quelques euros. Évidemment, c'était une arnaque totale. Il y a absolument aucune certification DGA derrière. Donc, vous les prenez, vous avez aucune idée de si les particules passent, le niveau de respirabilité et ainsi de suite. C'est une catastrophe. Et c'est pour ça que nous, d'ailleurs, par exemple, sur notre site, on a fait une fiche très précise sur comment déjouer les pièges des masques, tellement ça peut être une vraie chienlit, pardonnez-moi l'expression. Sur les masques faits maison pour son resto, c'est possible ou pas?
je pense que tout est possible. À mon avis, ça va être imposé pour les professionnels d'avoir des masques certifiés DGA. En tout cas, nous, on a fait le choix de proposer uniquement cela parce que, d'abord, ça protège ni le salarié et deux, ni le client. Je pense que nous tous, en tant que chefs d'entreprise, on a le spectre au-dessus de la tête du droit de retrait des salariés. Donc, partir sur du matos pour la sécurité sanitaire qui est pas 100% protecteur, je pense pas que ce soit le bon signal qu'on envoie à ses collaborateurs. Et sachant que on peut réussir à avoir des lots de masques à bon prix. Pour la plupart d'entre vous, vous avez des services de nettoyage qui existent. Donc le nettoyage, c'est 60 degrés, 800 tours pendant 30 minutes minimum. Donc vous voyez, c'est pas non plus une contrainte dramatique. Si par exemple vous vous dites chaque salarié a 10 masques par semaine, une fois par semaine, on les lave et on assure le lavage pour eux. 60 degrés, 800 tours, voilà. Vous voyez, je pense qu'il y a des sujets sur lesquels il faut pas essayer de faire petit bras pour un coût qui, en plus de ça, est quasiment équivalent. Surtout quand on sait à quel point il faut rassurer les clients et rassurer les salariés, parce qu'on parle toujours des clients. Moi, je suis intimement convaincue que donner des signaux forts à ces salariés comme quoi on a pris le sujet à bras le corps, on est conscient qu'il faut se protéger. Et après, une fois qu'on a montré tous ces signaux forts, on peut réussir à être plus, c'est pas moins strict, mais voilà, plus détendu sur la manière d'aborder, moins anxiogène sur la manière d'aborder la protection. Pour moi, c'est la bonne ligne de conduite. Et à partir du moment où les salariés, eux, se disent, bon bah ok, mon patron, mon manager a pris ce sujet à bras le corps et on est en sécurité, de facto, c'est ce qui va transpirer aussi vis-à-vis des clients. Voilà. C'est pas compliqué de parler sans avoir une tête qui. Très clair. Non, mais vas-y, tu peux avancer. S'il y a des questions, je vois pas les questions. Donc voilà. Alors, le sujet des lingettes virucides. Donc vous allez voir des lingettes pareilles partout. Il n'y a aucune obligation d'avoir des lingettes virucides, à la différence des lingettes bactéricides. Nous, potentiellement, on les recommande. Elles ont l'avantage, quand vous achetez des lingettes, le point qui est important, c'est de s'assurer que la désinfection est rapide. Donc, sur chaque paquet de lingettes, il y a forcément marqué le temps de désinfection. Donc, évidemment, quand il y a marqué 30 minutes, c'est tout de suite beaucoup plus contraignant. Donc, premièrement, que le temps est rapide, que le spectre est large, et donc s'assurer que c'est virucide en même temps. Comme vous êtes dans des métiers de bouche, donc particulièrement dans le secteur de la restauration, il faut s'assurer que les lingettes que vous achetez sont compatibles avec un usage proche de l'alimentaire. Voilà, c'est le point à vérifier. Ensuite, sur la partie gants, je vais juste vous demander une seconde le temps que je branche mon chargeur. Ne quittez pas. Hop. Du coup, j'en profite pour vous remercier à tous. Je vais devoir vous laisser, je suis désolé. Je vous dis à très bientôt. Merci encore. Merci beaucoup, Jonathan, pour ta participation. Merci Stéphanie, c'était très clair. Au revoir, Jonathan. Merci beaucoup. Salut. Salut, Jonathan. Salut. Ciao, Patrick. Alors, maintenant, l'histoire des gants. Alors, l'histoire des gants. Alors déjà, je vais commencer pour une fois tout de suite par le sujet prix. Pour info, début mars, des boîtes de gants s'achetaient à peu près 3,40 €, 3,50 € maximum. Là, aujourd'hui, il se trouve dans le commerce entre 12 et 16 € la boîte de 100 gants. Donc on est sur on a l'impression d'être au loup de Wall Street et une espèce de spéculation boursière complètement dingue sur l'histoire de gants. Donc soyez hyper vigilants là-dessus parce que une boîte de 100 gants, c'est 50 utilisations et grosso modo c'est à peu près une semaine et demie pour un salarié. Donc vous voyez le prix peut grimper très vite. Ce qu'il faut savoir sur les gants. Premièrement, on n'achète jamais des gants en latex parce qu'il y a des risques d'allergie qui sont hyper fort. Donc, on choisit toujours. L'idéal, ce sont les gants en nitrile. Premier choix. Deuxième choix, des gants en vinyle. Jamais de gants en latex. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir des gants qui sont poudrés, pas poudrés. Généralement, nous, on a vu une préférence et moins d'allergie sur des gants qui sont pas poudrés. Mais après, c'est au choix. Vous assurez évidemment que les gants conviennent au métier de bouche. Et comme je vous le disais, c'est un budget qui potentiellement peut grimper assez vite.
il faut vous assurer que le nombre de gants, quel va être le nombre de gants par salarié. Vous voyez, nous, par exemple, dans des cuisines où les équipes utilisent des gants, on est minimum à 150 paires par salarié par mois. Alors, j'entendais, je sais plus lequel des autres intervenants disait qu'il n'était pas forcément pour des gants en cuisine. Ouais. Juste pour la petite anecdote, mon mari a un restaurant 3 étoiles à Paris. Il a toujours cuisiné avec des gants pour des raisons d'hygiène, et les équipes maintenant ont le réflexe. Les gants sont changés. Alors chez lui, ça frôle peut-être un peu l'hystérie, mais les gants sont changés toutes les 20 minutes. Et l'hygiène est absolument irréprochable dans son restaurant. Après, ce sont des plis à prendre. En effet, se balader dans la rue avec des gants pour toucher une poignée de porte, toucher le visage et toucher la voisine, en effet, je suis assez d'accord. Maintenant, dans une cuisine, par rapport à ce qu'il y a sous les ongles et ainsi de suite, dans l'absolu, à partir du moment où on reste dans la cuisine, c'est difficile de faire plus propre que des gants. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux gants ? Il y a quelqu'un qui pose la question de savoir quel gants acheter. Est-ce qu'il y a des exemples? Alors là, ceux que je vous ai mis en exemple, alors nous, par exemple, ceux qu'on fournit, nous, on a fait le choix dans la majorité des cas de la fabrication française. Donc, ce sont des gants qui viennent du Calvados, pour la petite histoire. Il faut aussi faire très attention aux tailles. Small, medium, large, X large. Pour information, moi, j'ai des mains qui sont absolument minuscules. J'ai vraiment des toutes petites mains. Et le medium, de manière générale, dans tous les gants de cuisine, je peux travailler avec du médium. Donc, un chef qui a des grosses paluches, il faut vraiment penser à lui prendre plus du large, voire XL, et en tout cas, essayer plutôt d'aller chercher la taille au-dessus que la taille en dessous qui va bien aller. Et voilà, je vous ai dit, ce qu'il y a à bannir par-dessus tout sont les gants en latex, parce que les risques d'allergie sont colossaux, comme avec les préservatifs. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de préservatifs en latex, parce que les risques d'allergie sont très forts. Donc c'est pareil pour des gants. Et voir ce que vous voulez et ce qui est plus agréable pour vous par rapport au poudrage ou non poudrage des gants. Voilà. Steph, il ne reste pas beaucoup de temps. Très rapidement, je dis juste sur le thermomètre sans contact, et après j'ai terminé. Thermomètre sans contact, moi je pense que c'est un outil, ça vaut le coup de l'avoir au sein du restaurant. Ça permet, si un salarié se sent pas forcément bien, vous pensez qu'il a peut-être de la fièvre ou quoi que ce soit, en une fraction de seconde sur le front, vous prenez la température, et votre obligation légale en tant qu'employeur, c'est un salarié qui a plus de 38, ou lui appeler un médecin, en tout cas le renvoyer chez lui, il peut plus être dans les locaux par mesure de sécurité. Donc il faut vraiment que vous ayez avec vous un thermomètre sans contact avec prise rapide de température. Pas 10 secondes, l'idéal c'est 1 seconde. Et voilà, j'en ai fini. Super, merci beaucoup Stéphanie pour ces conseils très très pratiques qui à mon avis vont intéresser tous ceux qui sont en train de s'équiper aujourd'hui. Voilà, je le répète, l'initiative de Clean Kit, elle est réellement en soutien au secteur de la restauration. Et d'ailleurs, on a décidé de s'y associer avec ZenChef. Et donc, on va proposer à nos clients de faire un achat groupé. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont présents, on vous tiendra au courant très rapidement pour que vous puissiez acheter au meilleur prix. Déjà, de base, c'est un prix qui est hyper correct et qui est sur de la fabrication française. Enfin, voilà. Donc, et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de s'associer à cette initiative. Donc, merci encore Stéphanie de t'être mobilisée sur ce sujet. On va clore ce webinaire. On a déjà un petit peu dépassé le temps imparti. Donc, je vais tous vous remercier pour votre présence. J'espère qu'on va avoir des bonnes nouvelles bientôt et que, en tout cas, on en sort plus et que vous allez pouvoir vous préparer dans des bonnes conditions pour la reprise. Voilà, en attendant, on va continuer donc avec de nouveaux webinaires. Dès la semaine prochaine, on vous retrouve. Et donc, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi et puis je vous dis à très vite. Merci encore aussi à Patrick qui est encore là. Si tu veux dire un petit Au revoir mot. à tout le monde et bonne reprise à tous. À très bientôt. Bye bye. Merci beaucoup.